Bonjour Benoît Dupac. Bonjour Johan. Merci de me rencontrer. Je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Pareil. Alors dans cette interview, on va parler doublage, on va parler série télé, mais d'abord explique-moi comment t'es venu l'envie de jouer la comédie. Ah, très bien. Alors écoute, ça depuis longtemps, depuis toujours même, ouais, mes parents étaient un peu dedans aussi. Mon père était comédien au départ dans la troupe d'Yves Robert, ça remonte à loin, avec Jean-Yann, tout ça, machin, des gens. Et puis après, il s'est mis à écrire des chansons, mais il était toujours dans ce métier, donc j'étais bercé toujours dans ce métier, voilà, dans le théâtre, dans tout ça. Même si j'ai perdu mon père assez tôt, j'ai toujours eu envie de faire ça, et puis aussi des études d'avocat. Je voulais aussi être avocat, donc j'étais jusqu'à la fac de Paris 10 Nanterre. D'accord. Et puis ensuite, je me suis dit non, allez, il faut que je me lance complètement à 100% et que j'ai pas un parachute doré avec une fonction d'avocat où là finalement, dès les premières années qui auraient peut-être été difficiles, je serais retourné à la robe d'avocat. Donc c'est pour ça que j'ai directement attaqué un cours de théâtre, cours Périmonie, et puis cours Florent, etc. Voilà, et j'ai enchaîné la comédie. D'accord. Alors, au niveau des doublages, dans Charmed, tu doubles Léo Wyatt, L'être de lumière de Sarah Halliwell. Absolument. Interprété par Brian Krause. Il paraît que c'était ton tout premier doublage. Oui, c'était je pense réellement que c'était... je réfléchis sur les Power Rangers. Est-ce que les Power Rangers, c'était avant ou pas? Il faudrait que je regarde un peu les dates. Mais à mon avis, c'était le premier doublage. Vraiment, ou un des premiers doublages. J'avais dû faire 3-4 lignes dans des trucs. Je crois que sur Beverly Hills, il me semble que j'avais fait des trucs. Mais vraiment, c'était toujours des tout petits rôles, des apparitions. Ah ouais, minuscule, oui, vraiment. Et là, au départ, le gars venait pour 6 lignes. Et en fait, la semaine d'après, il avait un peu plus, puis encore un peu plus. Puis il restait 8 ans, je crois, ou 9 ans. Ouais, c'est ça. Tout le monde pensait au début que c'était un tout petit rôle. Ouais, tout le monde, même les chargés de prod, Nat, pour pas la nommer, mais qui était adorable. Je crois qu'elle n'avait pas les épisodes en avance et elle a vu le petit rôle. En fait, il s'avérait que le mec, en fait, c'était un rusman, c'était un faux plombier. C'est ça. Je croyais que tu étais un homme à tout faire et voilà que je découvre que tu es un être de lumière. Un être de lumière. C'est quoi un être de lumière? Nous sommes des sortes de messagers, des guides. Autrement dit, des anges gardiens pour des bonnes sorcières. Et du coup, ça n'a pas été trop dur pour toi? Au début, ouais, un petit peu. Au début, un petit peu dur parce que, voilà, tu passes de 6 lignes à 60 lignes ou 80 lignes. Ce qu'on appelle des lignes, c'est en fait un nombre de caractères. D'accord. Pour être précis, je crois que c'est 50 ou 55. Et donc plus on a de lignes, plus on parle, en fait. C'est comme ça qu'on est rémunéré aussi dans le doublage. Et donc, effectivement, quand tu te retrouves et que tu n'en as pas fait beaucoup, avec d'un seul coup beaucoup de choses à faire, et avec des cadors à côté, puisque Magali, Anne, Dominique Choby à l'époque, c'était pas encore Dominique Vallée, elles étaient habituées, tu vois. Donc, c'était pas simple, mais ça, voilà, on a trouvé son truc, je me suis accroché, et j'ai dit, allez, vous n'allez pas m'emmerder, on va y arriver. Piper. Malgré les larmes qu'on a versées, j'ai toujours su qu'on arriverait à nos fins. Je fais le vœu de t'aimer et de te respecter en devenant ton mari. Et chaque jour de ma vie, tu seras ma femme, mon amante, mon amie et mon âme sœur. Tout ce que je suis, je te le donne. T'as des anecdotes à nous raconter sur le doublage de Charmed, justement? Charmed, ce qui était pas mal, c'est qu'on était ensemble, donc c'était assez sympa quand même. Et honnêtement, la série a été très plaisante en fait. On sentait bien qu'il y avait un truc quand même, ces 3 nanas. Puis c'était assez nouveau, les effets spéciaux, le machin, le côté livre des ombres. Il y avait quelque chose qui. Et puis c'était vraiment, c'était une chouette époque, ça c'est sûr, parce qu'on travaillait ensemble. Aujourd'hui, c'est avec la pandémie, nous a contraint un petit peu à bosser seul. Ouais. Un comédien par un comédien, etc. Donc, on avait moins de pression aussi, on avait plus de temps pour faire les choses un petit peu quand même, faut être honnête. Mais maintenant, moi j'adore cette période aussi actuelle, moi je suis très speed, donc du coup, que les choses aillent un peu plus vite, je ne suis pas complètement contre. Mais c'était dans une boîte qui s'appelait La Sophie à l'époque, où on se croisait beaucoup, on croisait beaucoup de comédiens. C'était vraiment il y avait plusieurs studios, donc les gens partaient d'un studio à un autre, on se croisait. Il y avait une vraie vie collective. On voyait toujours un peu les mêmes finalement, mais on devenait très potes. Ouais. Alors il y en a encore plein dans le métier, donc c'est cool. Oui. Donc ça fait 25 ans que je les connais, donc c'est chouette. Est-ce que tu gardes une affection particulière pour ton premier rôle, du coup, parce que c'était le premier celui-là d'abord, voilà. Celui-là énorme. Franchement, Brian Krause, super. Et puis en plus, je l'ai rencontré plusieurs fois. Tu l'as rencontré? Voilà, Brian Krause, je le double tout le temps. Hein, Brian Krause, sauf les téléfilms, ces choses-là. Ouais, l'an dernier, on me l'a enlevé. Bon, bref, TF1 me l'a enlevé pour mettre Bruno Choel, qui est un très bon comédien, que j'adore. C'est pas le problème, mais dommage.
c'est vrai que ça a changé tout l'audimat, c'est sûr. Donc c'est vrai que je l'ai rencontré 2 fois. D'accord. Et franchement, Sur des conventions? ouais, mais honnêtement, le mec, mais il est juste trop sympa. C'est-à-dire que ce qu'il dégage à l'écran, je trouve qu'il dégage une humanité incroyable, Ouais. il dégage une gentillesse, une générosité, mais il a la même, le mec. C'est-à-dire qu'il était, mais au smile grave, énorme, vraiment, mais mortel. Vraiment, trop belle rencontre. Très gentil, très sympa. Donc évidemment, affection grande pour Charmed, bien sûr, la série. Dirigée par Marc Bacon, Blanche Ravalec, que j'adore, tout ça, voilà, des gens super. Et Brian Krause. Donc le mec, juste que je trouve formidable. Humainement, mortel. Et bon comédien d'ailleurs. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu dis à l'acteur à qui tu prêtes ta voix quand tu te retrouves face à lui? Ouais, bah nos yeux ont beaucoup parlé aussi, hein, parce qu'il était super heureux de me rencontrer sa voix française. C'était à Porte de Versailles. Et donc, c'est vrai que tu as l'impression de bien le connaître quand même, parce que ça fait quand même. Ouais, et puis je l'ai fait sur plein de téléfilms, je l'ai fait aussi sur la série Mad Men, je l'ai fait à chaque fois en fait. Je le fais tout le temps, donc c'est vrai que. Même des films un peu pourris, parce que là, il fait des films des fois un peu série B, machin, avec des araignées géantes et tout, donc c'est assez rigolo à faire. Mais il perd pas le nord, il reste sincère, et je dirais qu'il reste sincère et il se moque jamais du produit dans lequel il est. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que le gars, il sait il fera peut-être pas demain un film avec Scorsese, mais il sait quoi, il sait la place qu'il a. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas la place qu'ils ont. Qui pensent qu'ils pètent plus haut que leur cul. Alors redescendez les gars, parce que voilà, comme disait Montaigne, au plus haut trône du monde, nous sommes néanmoins assis que sur notre cul. Donc on va se détendre. Et je trouve que lui, il sait exactement là où il est. Et ça, c'est formidable. Depuis, tu as prêté ta voix à un bon nombre d'acteurs. Tu prêtes par exemple ta voix à Jason Bateman. Ah oui, avec Bruno, on se partage. Ouais, c'est ça. Voilà, lui, il fait le film Cinoche et moi, je fais les séries. Justement, c'est souvent qu'un acteur a une voix régulière pour le ciné et une autre voix pour les séries. Mais non, c'est pas du tout souvent. C'est qu'en fait, j'ai fait Jason Bateman avant Bruno sur une série qui s'appelait Aristide Development, qui était vraiment bien, vraiment incroyable. Et franchement, le mec, il était génial, je l'adorais. Oui, je comprends. J'ai perdu le contrôle. Désolé. D'ailleurs, je viens juste de faire un truc là et je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu veux qu'on en parle? Non, je veux pas qu'on en parle. J'en ai déjà trop dit et tu peux rien faire pour m'aider. Et ensuite, j'ai voulu essayer de passer des essais pour Juno. Et on l'avait déjà distribué à un autre. D'accord. Voilà. Sans te faire passer d'essai. Voilà, sans me faire passer d'essai. N'est-ce pas? Donc voilà, c'était gentil, merci. Juno, et puis après il y a eu d'autres. Voilà. Donc du coup, le premier film Cinoche, forcément, rappelle le deuxième, et généralement on rappelle un peu la même personne. Mais c'est vrai que j'aurais aimé passer au moins un essai, me donner au moins une chance, mais ça on ne m'a pas accordé, donc c'est pas grave. Et du coup, ensuite, la série Aristide est passée sur Netflix, et ensuite la série Ozark, qui est la belle série de Jason Bateman, étant sur Netflix. Ils ont demandé à ce que ce soit la même voix que la série sur laquelle travaille déjà Jason Bateman. Il nous faudrait une nouvelle plateforme. Voilà de quoi j'ai besoin. Tu comprends? Ce lac, c'est à des centaines et des centaines de kilomètres de n'importe quelle agence gouvernementale. Et c'est bourré d'oseille. Ok? Réfléchis. D'accord. Donc justement, quand on regarde au niveau des voix, on voit bien que c'est bien marqué à chaque fois. Les séries, c'est toi. Voilà, un petit peu plus. Voilà. Et là, je l'ai refait sur une série de Stephen King. Et puis encore autre chose. Et j'adore cet acteur. Formidable. Et je suis content parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien, donc c'est cool. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a plein de gens qui aiment bien. Sûr, mais... Donc voilà, tranquille. En checkant tes doublages, du coup, j'ai vu que tu doublais aussi Nick Spano, alias Donnie Stevens, dans La Guerre des Stevens. Écoute, t'auras qu'à venir camper chez moi. Oui, c'est vrai? Ouais. T'es sûr de vouloir vivre avec Monsieur Pollution? On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, finalement, et je pense que ce sera assez amusant, hein? Sauf que ma chambre est classée zone interdite au sushi. D'accord? Parfait. Oui, pas de problème. Je prends juste mon pyjama. Ah oui, Donnie. Alors là, ça remonte. Putain, Donnie Stevens dans La Guerre des Stevens. Attends, Donnie Stevens dans La Guerre des Stevens, bien sûr. Ouais. Avec Donald Renew. Il n'y avait pas Donald Renew dans la série? Oui. Mais oui, il a le premier rôle, Donald. Ouais, c'est ça. Il fait un mec qui ressemblait un peu à Michael Youn. Ouais, c'est ça. Et moi, je fais le frère. Ouais, c'est ça. Ah oui, très bien. Ça a marché, ça, non? Ça a marché, ouais. Ah, grave. Mais le rôle était moi, je regardais ça quand j'étais gamin, mais j'avais pas du tout fait le rapprochement. La Guerre des Stevens. Et il y a Donald. Mais il était mortel, Donald, déjà à l'époque. Tu as aussi doublé Jeff Stultz, ouais. C'est à la maison, c'est ça? Oui, exactement. Et puis j'ai refait après sur d'autres trucs. Sur d'autres choses, ouais. Geoff Stultz. Geoff Stultz. Et très bel acteur, très bon acteur sur C'est à la maison. Une série qui avait bien marché. Dans Les Frères Scott, sur un petit rôle, Joe Manganiello. Mais oui. T'arrives trop tard. Elle vient juste de partir et elle avait l'air pressée.
J'espère qu'elle n'était pas armée. Va savoir, j'ai pas eu le temps de la fouiller pour vérifier. Oh, il est coquin. Il est trop tôt pour un Brooke Davis sur glace. Je ne fais que servir, c'est toi qui bois. Que j'ai gardé après sur d'autres trucs. Et puis après, bon, il a pris un peu les stéroïdes, il est un petit peu costaud, et moi j'ai quand même une voix un peu légère. Donc je comprends aisément que certains aient mis des voix plus graves sur un mec qui fait 2 mètres. Même si, franchement, je trouve que dans le barman, je pense que ça fonctionnait dans cette série et tout ça marchait bien, parce qu'on en a reparlé. Mais à un moment donné, c'est vrai que le mec est devenu une montagne, un peu comme The Rock. Ouais. Bon, bah, tu mets pas Benoît Dupac sur The Rock, tu mets Guillaume Orsat sur The Rock, ou tu mets des voix qui sont très lourdes. Mais tu mets pas une voix légère. Bien évidemment, on peut pas parler de ta carrière dans le doublage sans parler de l'inoubliable et attachant Glenn de Walking Dead. Ouais. Bah alors ça j'aime bien. Interprété par Steven Yeun. Jusqu'à maintenant, je suis toujours venu ici tout seul. Je suis entré, ressorti, j'ai pris quelques trucs, j'ai jamais eu de problème. Pour une fois, je vous amène avec moi et tout part en vrille. Sans vouloir vous vexer. Vous voulez que je descende dans ce trou? Très bien. Mais on fait ça à ma manière. Il est étroit ce tunnel. Si je tombe sur un os et qu'il faut que je m'arrache, j'ai pas envie de me faire becter parce que vous serez dans mes pattes. Je prends une personne, pas 2. Et toi, tu restes là. Ah bah je le fais tout le temps. Ouais, c'était la première fois que tu doublais sur non, deuxième fois. Deuxième fois. Non, deuxième la première fois, en fait, c'était dans Warehouse. Warehouse. D'accord. Qui était quasiment même moment. C'était un petit rôle. Ah mais tout petit rôle. Voilà, c'est ça. Il avait et c'était ouais, et après est arrivé Walking Dead, et OCS a bien accepté que je garde cet acteur, mais qui n'avait pas grand chose au départ dans Walking Dead finalement. On ne savait pas trop où on allait de toute façon. Walking Dead, moi, quand on me l'a donné, j'ai failli refuser la première saison. Ah oui. Ah bah oui, parce que moi j'avais fait une grosse direction d'un film de Wes Craven, qui est un film d'horreur abominable, où il faisait de la fondue bourguignonne avec les corps des gens et tout, c'était horrible. Et le chargé de prod, Yves de Rambus de chez Schinkel, me dit Benoît, on a une série, ça parle pas mal aux États-Unis, il peut y avoir un buzz dessus, ça s'appelle The Walking Dead. C'est des zombies, tout ça. Je dis, ah putain, j'en sors. Bon, il y avait que 6 épisodes en plus sur la première saison. C'est vraiment une toute petite saison. Mais vraiment, il y avait Rick Shane au départ, je me souviens des premières images. Puis j'ai accroché quand même tout de suite. J'ai dit, non, mais je la prends la série, je la fais, il n'y a pas de problème. Franchement, je la fais, voilà. Et ça a fait, putain, maintenant, on va attaquer la 11e saison. C'est ça, 11e et dernière. 11e et dernière, mais qui fera beaucoup d'épisodes. Ouais, d'accord. Et puis après, il y a eu les Fear the Walking Dead que je dirige aussi, Walking Dead World Beyond. On parle de 2 spin-offs, un avec Daryl, un avec Negan. D'accord. Un avec Daryl et Carol, un avec Negan. On parle d'un film avec Rick. Ouais. Enfin, la franchise n'est pas terminée. C'est ça. D'après Kirkman, le créateur de la série. Alors là, attention, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu encore la saison 6. Il est mort. Qui serait très très en retard. Oui. À la fin de la saison 6, du coup, Negan piège le groupe de survivants. On sait que l'un d'entre eux va mourir. On est obligé d'attendre la saison 7 avec un suspense insoutenable. À quel moment t'as appris, toi, que Glenn faisait partie des morts? Alors, très honnêtement, c'est drôle parce que là c'est rigolo. Voilà, en gros, on va spoiler, mais dans la BD, Glenn, il se prenait un coup de batte de baseball. J'ai analysé, vraiment, j'ai écouté là, quand il lui donne le coup de batte de baseball et quand il dit putain mais t'es costaud mec, et en anglais on l'a dit t'es costaud parce que genre tu résistes. Ouais. Je me suis dit attends, Glenn il fait 1m65, il est assez chétif, franchement pour résister ça me semble étonnant, donc je me dis c'est peut-être un balèze qui... Et figure-toi que je pars en juin faire une convention dans le sud de la France avec Abraham, celui qui fait Abraham. D'accord. Le grand balèze, j'ai plus son nom, mais qui réalise d'ailleurs des Walking Dead. Je pars avec lui, je le retrouve là-bas pour faire des dédicaces, etc. et parler un truc sur Walking Dead, machin. On passe 3 jours ensemble. Et je lui dis, putain, je veux le faire parler. Mais il me dit, Benoît, genre il est tenu au secret, mais grave. Mais je me dis, Abraham, qui est en convention en juin-juillet, c'est donc qu'il est plutôt libre pour se déplacer. Je me dis, attends, si Abraham est là, donc il a tourné cette dernière scène. Je dis, putain, mais je te le dis, tu prends un coup de batte de baseball et Glenn prend le deuxième. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ça, vous allez tous le faire. Regarde-moi ça. C'est impressionnant dans caisse en plus. Alors une chose qui est amusante, c'est que dans quelques épisodes auparavant, Glenn monte sur un camion, tombe du camion
Et l'image se termine, où il est allongé par terre, il hurle, et les zombies sont sur lui, et il y a des tripes. Voilà, on voit tout. Et je me rappelle, quand je détecte les images pour voir un peu à qui je distribue les rôles et tout, puisque je dirige la VF de Walking Dead, je fais « Oh putain, merde !» Je me dis, c'est là qu'il est mort. J'ai dit, ah bah ça y est, il est dead, putain, ça y est, Glenn est mort, je savais qu'il allait mourir. Mais moi, pour moi, c'était un coup de batte de baseball, mais je dis, bon, bah il est mort. Putain, l'épisode d'après, il est vivant. Je dis, yes. Ça, c'est un truc de dingue au niveau de la réalisation de la série, parce que du coup, il me semble que dans la BD, ce passage-là n'y est pas. Non, il n'y est pas. Et tout le monde s'attend à ce qu'il meure avec la batte de baseball, pour ceux qui ont lu les BD. Les BD. Et là, du coup, en fait, on se dit, ouais, il est mort. Et voilà. Et tout le monde se dit, mort Glenn, ça y est, c'est fini. C'est ça. Et putain, mais donc vraiment, ils sont très forts là-dessus. Et du coup, on s'attend encore moins. Ah, mais alors, du coup, on se dit, comme ils sont détachés de la BD, ils vont peut-être se détacher encore un peu. Et en plus, Glenn, là, je pense qu'ils ont perdu pas mal de fans, parce que Glenn était quand même très aimé. Ça, c'est incroyable. Du coup, quand tu as vraiment vu qu'il se prenait bien la batte de baseball, comment tu réagis? Est-ce que tu es aussi choqué que les fans à ce moment-là? Parce que là, vraiment, c'était vraiment le choc. Ouais, franchement, tu es choqué, c'est ultra violent. Tu es choqué et tu te dis où il va s'arrêter. Je veux dire, le Negan, il est abominable. Je veux dire, comme il siffle, comme il arrive, comme il rôde autour, c'est effrayant. C'est une souffrance, c'est une torture. Cette scène, c'est une torture. Mais quelle scène d'anthologie. Donc j'ai été choqué, puis je me suis dit, bon, ben, heureusement, je quitte pas mes amis de Walking Dead complètement, puisque je dirige la série. C'était une chance. Alors du coup, d'ailleurs, on l'a dit, donc en plus d'être comédien, tu es directeur artistique. Déa, c'est venu naturellement pour toi? Ouais, en fait, Déa, c'est venu à l'époque où je faisais un gros manga qui s'appelait GTO, Onizuka, que j'interprétais. Là, je dirigeais pas. C'était Cyril Artaud au départ et Eric Peter après, formidables, qui ont fait une VF géniale. Et il se trouvait que le mec de la prod, à un moment, m'ont dit est-ce que tu pourrais prendre le plateau pour machin, je sais plus, peut-être que Cyril ou Eric ne pouvaient pas, ou je sais plus, mais c'est à cette époque-là. Et j'ai commencé à diriger les acteurs et j'ai adoré en fait. J'ai adoré vraiment. Et donc c'était en 2005. En 2005, j'ai commencé à diriger. Et puis après, on m'a filé des trucs, des produits, des animes. Ouais. Je me souviens que le numéro 2 de Cinéphase, Bruno Bakeski, qui bossait avec Sylvain m'a convoqué, m'a dit putain, j'aime bien TVF, tu voudrais pas bosser pour nous? Il m'a filé un téléfilm au départ, téléfilm, puis après, téléfilm, série. Et c'est venu comme ça en fait, en parallèle. Et j'en suis, je sais pas, 60 séries, je crois, 150 films. Un paquet. Ah ouais, c'est des grosses séries, en plus des trucs sympas, des beaux films, des trucs, vraiment des animes. Puis voilà, c'est un gros boulot. Par contre, le boulot de comédien, c'est un peu plus feignasse. Quand tu arrives, tu es là, tu m'expliques le rôle, machin, après tu te donnes, hein, bien sûr. Le boulot de directeur artistique, c'est énorme parce qu'en fait, il faut regarder le produit, tout détecter, tout. Il y a beaucoup de travail avant, contrairement à quand tu avant, il est énorme en fait. Tu connais pas tu sais pas ce que tu vas faire. Tu ne faut pas trop te gourer. Les fans sont là, les gens sont là, une voix française qui reste, un personnage. Nous, on a les séries, mais on ne sait jamais combien de temps ils vont rester. Tu vois, si tu te gourres au départ sur une voix française en mettant une voix qui colle pas, putain, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre ce mec-là sur cette voix, ça va pas dedans. Surtout que là sur Walking Dead, pour la plupart, les acteurs n'avaient pas encore de voix française associée, puisque c'était des acteurs qui, pas qui débutaient forcément, mais en France en tout cas on les connaissait pas. Donc je suis très content. Tu vois, lancé la carrière. Non mais ils auraient été lancés sans moi, mais en tout cas ce qui est bien, c'est que je trouve que les voix collent bien. Voilà, les voix collent bien. On peut dire ce qu'on veut, mais les voix collent bien. Et mon petit Covillo, mon grand Jérémy qui est à côté, et sur Negan, c'est une bombe atomique. Justement, comment, quand les acteurs n'ont pas donc, de voix française, comme c'était le cas pour la plupart sur Walking Dead, comment tu fais pour trouver la voix qui va coller? Donc, j'imagine qu'il y a des essais à passer, mais comment tu vas aller rechercher? Il n'y a pas toujours d'essais à passer. Il n'y a pas toujours d'essais à passer. Par exemple, sur Walking Dead World Beyond, puisqu'on reste sur l'univers Walking Dead, je te jure, je te raconte, à 5h du matin, je me suis réveillé un matin, dans ma tête, mon casting était fait, avec des gens avec qui je ne travaillais pas. Donc ça, c'est quand même balèze parce que avec Elsa Bougerie, qui est un des premiers rôles, j'avais fait 2 ambiances petits rôles, tu vois, avec elle, rien. Et elle passait directement à 200 lignes l'épisode, tu vois. Donc c'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai vu Elsa, j'ai vu Lou Lévy, la fille de Dominique Vallée, que tout le monde connaît puisque c'est ma petite Piper. Lou, qui est une formidable actrice.
Antoine Corsan dans le rôle de Silas, qui est un petit peu plus autiste. Et Antoine avait tourné avec mon fils dans un film de Michel Bougenat qui s'appelle Le Cœur en braille. Et Antoine, j'avais observé, Antoine, c'est le fils de Philippe Corsan, qui est un grand acteur de théâtre. Et Antoine, il avait ce côté-là comme ça, un petit peu... il rend super bien dans Silas, il n'en fait pas beaucoup de doublage, mais justement, il y a une vérité qui sort de ce personnage. Et... voilà, donc on ne sait pas comment ça vient. En fait, je regarde l'image, c'est pas le temps la voix, c'est vraiment ce qui se dégage, de l'être. Parce que match voice, je m'en fous un peu des match voice en fait. Tu sais quoi, les gens ils vont pas écouter en VO là et en VF là. Donc voilà, s'il y a une chanson, bon bah c'est une chanson, allez, par un ton au-dessus. Évidemment, comme je te dis, je vais pas mettre une voix de Fluet sur un mec qui fait 2m40. Par exemple, pour choisir Negan. Mais en revanche, par exemple, regarde. Negan, t'as raison, Jérémy Covillo, bien sûr, très belle voix et beaucoup de présence, beaucoup de personnalité dans cette voix-là. Mais le personnage de Jerry dans Walking Dead, c'est une montagne, le mec. J'ai pris Nathaniel Halimi, qui a une voix légère. J'ai pris Nathaniel Halimi. Beaucoup de gens auraient dit, bah putain, pourquoi on n'a pas pris une voix très lourde? Mais non, ce que dégage Jerry, c'est vachement d'humanité, c'est de la gentillesse, c'est un gros nounours, Jerry. Donc ça aurait été l'erreur fatale de se dire, par rapport à ce physique de colosse, on va mettre... Et souvent, je trouve qu'on fait de la photo. Je me permets en doublage. Souvent, on fait de la photo. Et par exemple, Anne me disait, pardon, dans l'interview qu'on avait fait, elle me disait justement que, donc Anne Rondeleux, à l'époque, quand elle a commencé, c'était beaucoup distribué au physique. Elle a doublé au début que des brunes aux yeux bleus. Sans doute, voilà. Alors, chacun fait son truc. Mais, si tu veux, il y a des chaînes, TF1 pour ne pas la nommer, j'ai aucune chance de travailler pour eux quasiment. Très peu, quelques guests par-ci par-là, mais parce qu'ils veulent des voix très timbrées, très graves. Ils ont le droit, c'est leur ligne éditoriale, ils ont le droit. Mais je trouve que c'est dommage parce que parfois on peut être surpris par des gens qui ont des voix légères sur même des physiques un peu solides, pas des montagnes, mais on peut être surpris par des voix de psychopathes, par des gens, c'est pas toujours des gens installés, même les beaux gosses, tout ça, c'est pas toujours des gens qui sont installés, qui ont des voix forcément de beaux gosses, tu comprends? Sinon on fait de la photo. C'est ça. Si pour être boucher, il fallait être boucher, putain, moi quand j'avais joué avec Michel Serrault au théâtre, il me disait pour faire un boucher, moi si je coupe la viande comme ça, ce sera mon droit et ce sera mon originalité. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est de créer quelque chose et pas faire de la photo. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de photos. Quelles sont du coup les dernières séries que tu as dirigées? Alors, mes dernières séries, on va dire The Boys qui passe sur Amazon, qui est une série vraiment géniale, Dark que j'avais fait l'an dernier. D'accord. En grosse série, on va dire. Et là, je suis en ce moment sur plusieurs séries. Flatbush pour CBS. Pour Netflix, j'ai fait aussi une série d'animes qui est très sympa, qui s'appelle Invincible. J'en fais en fait tout le temps. Kominsky Method avec Michael Douglas, qui est vraiment bien, qui est vraiment une série sympa sur les seniors, qui est très rigolote, qui est très marrante. Et puis, j'ai fini Black Lightning. Il y en a plein de séries, je sais pas, tac dans ma tête, mais il y en a plein, parce que tout le temps, c'est toutes les semaines que ça change, alors c'est un peu, je tac. S'il y en a une qui me revient, qui est grave populaire, je vais te la dire, mais voilà, mais j'en ai, pas mal. Ok, bah écoute, merci beaucoup Benoît d'avoir accepté cette interview. C'est adorable, bien. Merci à toi. J'ai vraiment été heureux de te rencontrer. Pareil. Donc pour terminer cette interview, il paraît que Léo a un message pour les fans de Charmed. Absolument. Les amis, je vous demanderai de regarder VF en série. Parce que moi, samedi soir, avec Piper, Pro, Phoebe, on va se le mater toute la nuit. On va se mater cette chaîne toute la nuit, on va écouter les interviews des filles, et puis on repassera la mienne, ça fera plaisir. À très bientôt. Bye bye.